Bonjour, j'aurais souhaité parler avec vous aujourd'hui d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 mai 2018 qui concerne l'erreur qu'avait commise un employeur sur l'adresse qu'il avait inscrite euh, dans la lettre de licenciement et plus précisément sur le bordereau de recommandé avec accusé de réception. Alors pourquoi l'arrêt est absolument crucial? Parce qu'en réalité c'est un revirement de jurisprudence absolument fracassant. Et pour le comprendre, nous allons dans un premier temps étudier quelle est la solution qui a été retenue par la Cour de cassation. Nous exposerons ensuite en quoi consiste ce revirement. Et nous nous interrogerons enfin sur les ordonnances Macron et quelles incidences finalement elles peuvent avoir au regard de cette solution pour nous demander enfin si la solution est pérenne. Alors, dans cet arrêt, la Cour d'appel avait retenu que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse. Et pour cela, son raisonnement s'articulait autour de deux propositions. Première proposition, la Cour d'appel considère que l'employeur avait justifié qu'il avait bien envoyé la lettre de licenciement à l'adresse exacte du salarié. Et la Cour d'appel, dans sa deuxième proposition, considère que l'erreur qui figurait sur le formulaire d'accusé de réception était absolument insignifiante et que le contrat de travail a donc été rompu au moment où la lettre de licenciement avait été envoyée au salarié. La Cour de cassation n'est pas de cet avis, puisqu'elle considère que ce que la Cour d'appel avait mis en évidence, c'est que le salarié n'avait pas reçu la lettre de licenciement. Et pour cause, l'erreur qui figurait sur le bordereau de recommandé était erronée. Et donc, dès lors que l'employeur avait commis cette erreur sur le bordereau de recommandé, à ce moment-là, la Cour d'appel, en considérant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, a violé les articles 1232-6 et 1332-2 du Code du travail. Alors que disent ces articles? Pour le comprendre, il suffit simplement d'ouvrir le Code du travail et on voit que dans l'article 1232-6, il est précisé que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il doit lui notifier la lettre de licenciement en recommandé avec avis de réception. Et cette lettre comporte les motifs invoqués par l'employeur. Et l'article poursuit en disant qu'elle ne peut pas être envoyée moins de 2 jours après l'entretien préalable. Et depuis les ordonnances Macron, on peut utiliser des modèles de lettres de licenciement. Ça, c'est pour l'article 1232-6, qui vous dit bien que le licenciement doit être envoyé au salarié sous la forme d'une lettre recommandée. L'article 1333-2, 32.2, pardon, lui concerne le pouvoir de sanction de l'employeur. Et il énonce que lorsque l'employeur veut prendre une sanction contre le salarié, il doit convoquer d'abord le salarié à un entretien préalable. L'entretien préalable a lieu et durant celui-ci, l'employeur précise au salarié quels sont les motifs et surtout quelle est la sanction qui est envisagée. Et surtout, cette sanction, elle ne peut pas intervenir plus d'1 mois après le jour de l'entretien préalable. Donc vous avez là un délai de 1 mois qu'il faut impérativement respecter. Revenons à l'arrêt. Il y a deux manières de l'interpréter. La plus évidente, une interprétation littérale, c'est qu'il ne faut pas commettre d'erreur sur la lettre sur le bordereau de recommandé. La deuxième interprétation, elle, juridique, elle est plus embarrassante. Parce qu'en réalité, ça veut dire dans cet arrêt que le contrat de travail est rompu, mais qu'il n'est pas rompu par une cause réelle et sérieuse. Et ça, c'est très problématique. C'est problématique parce que on pourrait avoir l'impression, à première vue, que la Chambre sociale renoue avec une solution qu'elle avait déjà reconnue le 7 juillet 2004 et d'autres arrêts qu'on pourrait retrouver encore antérieurs. Dans l'arrêt de 2004, le salarié prétendait n'avoir jamais reçu la lettre de licenciement. La Cour d'appel avait considéré que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse.
Dans son pourvoi, l'employeur disait que, en réalité, ça n'était qu'une irrégularité de procédure et que cette irrégularité de procédure n'empêchait nullement la cour d'appel de statuer sur la cause réelle et sérieuse du licenciement, et la cour de cassation rejette le pourvoi en estimant que le salarié n'avait pas reçu la notification de la lettre de licenciement en raison d'une erreur de l'employeur quant à son adresse, et donc la cour d'appel avait justement considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Donc vous voyez, a priori, cet arrêt de 2018, il n'est que dans la continuité d'un arrêt de 2004 et d'autres arrêts antérieurs. Sauf que entre l'arrêt de 2004 et l'arrêt de 2018, il s'est opéré un gigantesque revirement de jurisprudence. Ce revirement, il a eu lieu en 2005. Et en 2005, la Cour de cassation a estimé que la rupture du contrat de travail, elle se situe à la date où l'employeur a envoyé la lettre de licenciement. Et c'est des arrêts, vous voyez, il y en a un premier ici de 2005, publié au bulletin, qui a été commenté abondamment par professeur Mouly, Madame Reynès, qui a été confirmé en 2006 par un autre arrêt publié également, et encore en 2006 par un autre arrêt publié. Et on en trouverait encore d'autres. Il y a une analyse qui me semble assez intéressante, c'est l'analyse de Madame Reynès. Dans son commentaire à la revue Dalloz, elle explique tout d'abord que dans ces arrêts de 2005-2006, la Cour de cassation, la Chambre sociale, n'a fait que se conformer à un arrêt d'assemblée plénière du 28 janvier 2005. Et cet arrêt d'assemblée plénière, effectivement, il avait reconnu pour la première fois, et pour briser la jurisprudence antérieure de la Chambre sociale, il avait reconnu que le contrat de travail était rompu au moment de l'envoi de la lettre de licenciement. Et à l'époque, la plupart des commentateurs avaient dit, bah voyez, c'est la logique civiliste qui reprend le dessus. Pourquoi? Parce qu'en droit civil, la théorie qui était généralement admise, c'était que le contrat, il est formé ou il est rompu à la date de l'émission de l'offre ou de l'émission de la lettre de résiliation. Et Madame Reynès continue son analyse en disant que cette solution de l'assemblée plénière à laquelle s'est ralliée la Chambre sociale, elle est souhaitable parce qu'elle permet de mettre fin aux inconvénients de la jurisprudence antérieure de la Chambre sociale. Et parmi ces inconvénients, il y avait notamment celui-ci lorsque le salarié ne recevait pas la lettre de licenciement en raison d'une erreur de l'employeur sur l'adresse ou sur l'identité du salarié. Et comme on l'a vu dans l'arrêt de 2004, effectivement, la Cour de cassation considérait que la notification qui est tardive, parce qu'elle parvient au salarié après le délai de 1 mois, elle conduit automatiquement à priver le salarié, priver le licenciement d'une cause réelle et sérieuse. Donc ça, c'est un inconvénient majeur de la jurisprudence antérieure, et comme vous le voyez dans cet arrêt du 24 mai 2018, la Cour de cassation revient à cette solution antérieure, d'accord? Dès lors que le salarié ne reçoit pas la lettre de licenciement, à ce moment-là, il n'y a pas de cause réelle et sérieuse, et une cour d'appel qui considérerait que quand même le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, elle viole les articles 12.32.6 et 13.32-2 du Code du travail. Alors, c'est un revirement de jurisprudence totale, c'est une rébellion assumée contre l'arrêt d'assemblée plénière et toute la jurisprudence publiée que je vous ai décrite en 2005-2006. Comment peut-on justifier ce revirement de jurisprudence? Certainement pas au regard de ses conséquences pratiques, parce que ces conséquences pratiques, ça veut dire que l'employeur dispose d'un délai de 1 mois, mais il doit tenir compte des délais postaux et éventuellement des grèves qu'il peut y avoir à la poste, enfin de toute une sorte de circonstances qui font que, en pratique, il ne dispose plus de ce délai de 1 mois. Mais peut-être qu'on peut trouver une justification de cette nouvelle solution de la Cour de cassation dans la réforme du droit des obligations.
Parce que le Code civil a connu une réforme en 2016 qui est venue modifier certaines règles du droit des obligations. Et cette réforme euh, qui s'est opérée en 2016, qu'est-ce qu'elle consacre? Si vous regardez l'article 1113, on vous dit le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation. Si vous relisez maintenant l'article 1118 alinéa 2, on vous dit que tant que l'acceptation n'est pas parvenue à l'offrant, elle peut être rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l'offrant avant l'acceptation. Donc vous voyez bien que là encore transparaît l'idée que c'est le moment où on reçoit l'offre ou la rétractation que le contrat est formé ou qu'au contraire l'offre est rétractée. Et à nouveau, dans 1121 du Code civil, on vous dit le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. On pourrait identifier d'autres articles de l'ordonnance du 10 février 2016 qui consacrent cette théorie de la réception. Et justement, euh, ce que les analystes, les commentateurs ont dit à propos de la réforme du droit des obligations, c'est qu'elle consacre enfin la théorie de la réception, contrairement à la théorie dominante, qui était celle d'ailleurs de l'Assemblée plénière et de la Chambre sociale, qui était la théorie de l'émission. Donc vous voyez bien que la réforme du droit des obligations, elle change de paradigme en droit des obligations. Et on pourrait, à première vue, estimer que dans cet arrêt du 24 mai 2018, la Chambre sociale ne fait que se rallier à la théorie de la réception qui a été consacrée par la réforme du Code civil en 2016. Donc vous voyez, ce qu'on reprochait à la jurisprudence avant 2005 de la Chambre sociale, c'est de ne pas être une théorie civiliste, de privilégier la théorie de la réception alors qu'à l'époque, l'Assemblée plénière privilégiait la théorie de l'émission. Et bien finalement, cet arrêt de 2018, il marque peut-être une certaine modernité de la Cour de cassation, puisque c'est la première à se rallier à la théorie de la réception. Sauf que, en se reliant à cette théorie, elle se rallie aussi à tous les inconvénients qui vont avec et qui avaient été identifiés par la doctrine auparavant. Me direz-vous, que faire de la réforme de Macron dans tout ça, et notamment l'ordonnance du 20 décembre 2017? Parce que l'ordonnance du 20 décembre 2017, elle est venue modifier un article du Code du travail, l'article 1235.2. Et cet article nous dit désormais que les motifs qui sont énoncés dans la lettre de licenciement peuvent être précisés par l'employeur. Et la lettre de licenciement qui a été précisée par l'employeur fixe l'objet du litige devant le juge. Et si jamais il y a une irrégularité concernant l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement, eh bien cette irrégularité, elle ne sera sanctionnée que par une indemnité de 1 mois. En pratique, qu'est-ce que pourrait faire l'employeur pour essayer de tirer parti de l'ordonnance Macron? Eh bien, si la lettre de licenciement arrive trop tard au salarié, c'est-à-dire si le délai de 1 mois a été dépassé au moment où le salarié reçoit la lettre, l'employeur pourrait simplement envoyer une deuxième lettre dans laquelle il, entre guillemets, précise les motifs de la lettre de licenciement initiale. Et s'il fait ça, vous voyez bien que l'objet du litige devant le juge, ce sera non seulement la lettre de licenciement, mais aussi la lettre ultérieure qui est venue préciser ces motifs. Et il y a peut-être là un moyen de contourner la solution qui vient d'être reconnue par la Cour de cassation dans l'arrêt que nous sommes en train d'étudier. Mais ça n'est pas totalement certain. Pourquoi? Parce que la Chambre sociale pourrait verrouiller sa solution et considérer que l'employeur, il est fort clos, c'est-à-dire qu'il ne peut plus prononcer de sanctions contre le salarié si la sanction initiale lui est parvenue après le délai de 1 mois. Autrement dit, la Cour de cassation pourrait très bien dire dans un arrêt ultérieur, il faudrait qu'elle précise sa jurisprudence sur ce point, que si l'employeur n'a pas prononcé de sanction dans le délai de 1 mois, eh bien son pouvoir disciplinaire est épuisé par l'écoulement de ce délai.
Et il ne peut pas tenter de le ressusciter ou de le raviver en envoyant une lettre qui précise les motifs de la sanction qui est parvenue tardivement aux salariés. Cela étant, il faut bien comprendre que la solution que retient la Cour de cassation dans cet arrêt de 2018, d'une certaine manière, elle prive l'employeur d'un accès concret et effectif au juge prud'homal, puisque l'employeur ne peut pas faire juger euh, la cause réelle et sérieuse du licenciement qu'il a prononcé, au seul prétexte que la lettre est parvenue tardivement aux salariés. Et peut-être qu'il y a des employeurs qui vont essayer de plaider les exigences du procès équitable et l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme pour essayer de contourner cette solution de la Cour de cassation. Solution qui, à mon sens, reste quand même discutable. Je vous remercie et surtout n'oubliez pas de vérifier dans le texte en dessous de cette vidéo s'il y a des actualisations ou des mises à jour par rapport à la vidéo